Le 10 juin 2025, Anthony Wainwright affronta son destin au moyen d'une injection létale dans la prison étatique de Ray Forest, Floride, après plus de 30 ans dans le couloir de la mort. Un crime dévastateur, une évasion de prison qui se termina en tragédie et une jeune mère dont la vie fut arrachée de manière indescriptible. Qu'est-ce qui conduisit cet homme à ce moment? Quel fut son dernier repas? Que dit-il dans ses dernières paroles? Aujourd'hui, nous révélons les détails choquants de l'une des affaires les plus perturbantes de l'histoire récente. Abonne-toi maintenant, active la clochette et prépare-toi pour une histoire que tu n'oublieras pas. Prépare-toi, parce que cela commence à peine. Anthony Wainwright naquit le 22 octobre 1970 dans un petit village de Caroline du Nord. Depuis très jeune, sa vie fut marquée par l'instabilité. Selon des documents judiciaires, il grandit dans un environnement difficile, avec des problèmes familiaux et économiques qui le poussèrent vers un chemin de mauvaises décisions. À 16 ans, Yam avait eu ses premiers frottements avec la loi, vol mineur, effraction de domicile et infraction de liberté conditionnelle. Il n'était pas un criminel violent à ses débuts, mais son historique montrait un patron de comportement impulsif et provocateur qui le suivait partout où il allait. Pour 1994, avec seulement 23 ans, Wainwright accomplissait une condamnation de 10 ans pour vol dans une prison de sécurité minimale dans le comté de Carteret. Ce fut là où il connut Richard Hamilton, un homme de 31 ans qui accomplissait une sentence de 25 ans pour vol à main armée. Hamilton, né le 16 février 1963, avait un historique plus grave, mais tous deux partageaient un désir ardent, s'échapper du système qui les maintenait enfermés. Dans les cellules de cette prison de sécurité minimale, Wainwright et Hamilton commencèrent à forger un plan qui changerait leur vie et celle des autres pour toujours. Ce n'était pas seulement une idée pour récupérer leur liberté, c'était un schéma audacieux qui les mènerait à un point sans retour. Le 27 avril 1994, Anthony Wainwright et Richard Hamilton mirent en marche leur plan. Profitant des mesures de sécurité laxistes de la prison dans le comté de Carteret, ils réussirent à s'échapper. Leur premier mouvement fut de voler une Cadillac, un véhicule qui leur permit de se déplacer rapidement par les routes de Caroline du Nord. Mais ils ne se contentèrent pas de cela. Ils firent irruption dans une maison proche, où ils s'emparèrent d'une cache de fusils. Maintenant, ils n'étaient pas seulement des fugitifs. Ils étaient armés, et étaient une menace réelle. Avec les autorités leur marchant sur les talons, les deux hommes traversèrent la frontière vers la Floride, cherchant à disparaître dans l'anonymat. Mais ils n'étaient pas intéressés à se maintenir cachés. Ils voulaient plus d'argent, plus de contrôle, plus de pouvoir. Et ce fut à Lake City, Floride, où leurs chemins se croisèrent avec celui d'une jeune femme qui n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Carmen Gehart, d'à peine 23 ans, était une étudiante en soins infirmiers et mère de 2 jeunes enfants. Elle était à un semestre d'être diplômée, rêvant d'une carrière dédiée à sauver des vies. Le 27 avril, Carmen chargeait ses courses dans son Ford Bronco devant un supermarché Winn-Dixie à Lake City. C'était un jour routinier, comme n'importe quel autre, jusqu'à ce que Wainwright et Hamilton la virent. Sans hésiter, les deux hommes s'approchèrent au bout d'un pistolet, obligèrent Carmen à monter dans son propre véhicule. Ils abandonnèrent la Cadillac dans un entrepôt de bois proche et s'enfuirent à toute vitesse avec Carmen comme otage. Pour elle, ce fut le commencement d'un cauchemar que personne n'aurait pu imaginer. Les deux hommes emmenèrent Carmen dans une zone boisée reculée, derrière un arrêt de camion sur la route étatique 6 dans le comté de Hamilton, Floride. C'était un endroit isolé, sans témoins, sans aide à 100 km à la ronde. Ce qui se passa là est difficile à décrire, et pour respecter les politiques de YouTube, nous dirons que Carmen subit un dommage irréparable. Selon les registres judiciaires, Wainwright tenta de l'asphyxier avec l'intention d'en finir avec sa vie, mais il ne s'arrêta pas là. Là, il prit un fusil à verrou et tira 2 fois à la tête de Carmen, s'assurant qu'elle ne survive pas. Les deux hommes laissèrent ses restes dans la forêt et continuèrent leur vie, croyant qu'ils avaient échappé aux conséquences. Mais ils avaient tort. Le destin avait d'autres plans, et la justice était sur le point de les rattraper. Quand Carmen Gehart ne revint pas à la maison cette nuit-là, les alarmes s'allumèrent immédiatement. Son mari, désespéré, commença à l'appeler sans réponse. Ses enfants, qui attendaient à la garderie, ne furent pas récupérés. Ses camarades de classe à l'école de soins infirmiers remarquèrent son absence. Quelque chose n'allait pas, et tous le savaient. Des heures après, Carmen fut signalée officiellement comme disparue, et les autorités de Floride initièrent une recherche massive pour la trouver. La communauté de Lake City s'unit en un effort désespéré pour la localiser.
Le mari de Carmen, ses parents, ses amis, tous sortirent pour chercher des indices. Des tracts avec sa photo commencèrent à circuler, et les nouvelles locales couvrirent la disparition. Mais à mesure que les heures passaient sans nouvelles, l'espoir commençait à s'évanouir. Les forces de l'ordre, cependant, ne s'avouèrent pas vaincues. Elles savaient que dans des cas comme celui-ci, le temps était critique, et chaque seconde comptait pour trouver Carmen. Le 28 avril 1994, à peine un jour après le crime, les autorités reçurent un rapport qui changerait le cours de l'enquête. 2 hommes suspects furent vus à Brookhaven, Mississippi, conduisant un Ford Bronco qui coïncidait avec la description du véhicule de Carmen. Quand un policier étatique tenta de les arrêter, Wainwright et Hamilton ouvrirent le feu, déclenchant une fusillade intense. Les 2 hommes résultèrent blessés. Hamilton reçut une balle dans la figure, et Wainwright fut aussi atteint. Miraculeusement, tous 2 survécurent et furent capturés sur le lieu. Sur la scène de la fusillade, les enquêteurs trouvèrent le Ford Bronco de Carmen, mais elle n'était pas là. La question restait en l'air. Où était Carmen Gayart? La réponse arriverait bientôt, mais pas sans un coup émotionnel dévastateur. De retour en Floride, Hamilton fut extradé vers le comté de Columbia, sans résistance. Pendant un long interrogatoire, il s'effondra. Entre larmes, il confessa chaque détail de ce qui s'était passé ce jour fatidique. Il dessina une carte du lieu où se trouvait Carmen, décrivant une zone boisée le long de la route étatique 6 dans le comté de Hamilton. Bien qu'il ne pût préciser l'emplacement exact, sa confession fut un point de basculement pour les enquêteurs. Le 2 mai 1994, les agents Melon du bureau du shérif du comté de Hamilton suivirent les pistes de Hamilton. À 4h30 du matin, ils arrivèrent dans la zone décrite. L'air était lourd et une odeur fétide les alerta. À l'aube, ils trouvèrent ce qu'ils craignaient, les restes de Carmen Gayart cachés entre les arbres. L'affaire était maintenant entre les mains du bureau du shérif du comté de Hamilton. Les restes de Carmen furent envoyés au bureau du médecin légiste du district 4 à Jacksonville. La docteure Margarita Aruza, la médecin légiste, remarqua quelque chose d'inquiétant. Plusieurs dents manquaient, et l'osioïde du cou, un indicateur clé de traumatisme sévère. Les agents retournèrent au lieu, et après une recherche exhaustive récupérèrent ces pièces, qui devinrent des preuves cruciales pour l'enquête. Avec les restes de Carmen trouvés, l'enquête avança à pas de géant. Les preuves forensiques furent dévastatrices pour Wainwright et Hamilton. Dans le Ford Bronco, les enquêteurs trouvèrent des preuves d'ADN sur la banquette arrière. Selon des documents judiciaires, les probabilités que cet ADN appartînt à toute autre personne étaient décrites comme astronomiques. Wainwright était directement impliqué, et les preuves étaient irréfutables. En juillet 1994, un grand jury accusa formellement Anthony Wainwright et Richard Hamilton de multiples chefs d'accusation, incluant enlèvement, vol et le décès de Carmen Gayart, tous aggravés par l'usage d'armes à feu. Le procureur étatique Jerry Blair fut clair depuis le commencement. Ce crime remplissait les critères légaux pour être considéré spécialement atroce et cruel. La famille de Carmen, brisée mais déterminée, soutint la recommandation du procureur. Pour eux, la justice ne signifiait pas une chaîne perpétuelle. Cela signifiait que les 2 hommes affrontent les conséquences maximales pour ce qu'ils firent à leur fille, sœur et mère. Leur douleur était immense, mais leur détermination était encore plus grande. Cependant, mener l'affaire au procès ne serait pas simple. La couverture médiatique avait été écrasante, avec des titres dans tous les journaux de Floride et au-delà. Dans le comté de Hamilton, trouver un jury impartial était pratiquement impossible. Les autorités ne prirent pas de risques. Tous 2 furent transférés vers une prison de sécurité maximale, et chaque comparution devant le tribunal fut réalisée sous des mesures de sécurité strictes pour garantir qu'il n'y eut pas plus d'incidents. En mai 1995, les jurés entendirent les affaires séparément. Le 30 mai, tous 2 furent déclarés coupables de tous les chefs d'accusation. 2 jours après, le 1er juin, les jurés émirent leurs recommandations. La peine maximale pour tous 2. Pour Hamilton, le vote fut unanime. Pour Wainwright 10-2. Le 12 juin 1995, le juge Vernon Douglas le fit officiel. Anthony Wainwright, 24 ans, et Richard Hamilton, 32 ans, furent condamnés à la peine de mort dans la prison étatique de Rayford, Floride. Avec la sentence dictée, Anthony Wainwright commença son long chemin dans le couloir de la mort. Pendant les 3 décennies suivantes, sa vie devint une bataille légale silencieuse derrière les murs de la prison. Selon les registres, Wainwright était un détenu réservé, presque distant, qui passait une grande partie de son temps dans la bibliothèque juridique de la prison, étudiant les lois et préparant des appels. Il ne reçut jamais une seule visite, ce qui peignait un portrait d'un homme isolé, affrontant son destin en solitude. Ses avocats présentèrent de multiples appels au long des années, argumentant que le procès original n'avait pas considéré des facteurs clés.
Parmi eux se détachait l'historique de problèmes de santé mentale de Wainwright et les traumatismes de son enfance, facteurs qui, selon eux, auraient pu influencer la décision du jury pendant la phase de sentence. Ils signalèrent aussi des indices d'une maladie mentale non traitée, soulevant des questions sur si Wainwright avait été compris pleinement au moment de sa condamnation. Richard Hamilton, de son côté, fit aussi appel sans succès. Pendant les 2 décennies suivantes, ces appels furent refusés l'un après l'autre. En 2023, Wainwright présenta de nouvelles preuves d'ADN, tentant de questionner la preuve forensique qui le liait au crime. Cependant, les tribunaux les considérèrent insuffisantes pour rouvrir l'affaire. En 2024, la Cour suprême des États-Unis rejeta sa dernière requête. Les options légales de Wainwright s'épuisèrent complètement. Sa date d'exécution était chaque fois plus proche, et il n'y avait pas de retour en arrière. Pendant ce temps, la famille de Carmen Gayard vivait son propre calvaire. En 2014, presque 20 ans après le crime, la sœur de Carmen donna une interview déchirante. Elle décrivit Carmen comme la fille la plus douce du monde, une jeune femme qui était sur le point d'être diplômée comme infirmière et qui vivait pour ses enfants et sa famille. La sœur exprima sa frustration par la lenteur du système judiciaire, disant que l'attente pour la justice était éternelle. Tragiquement, le père de Carmen décéda en 2013 et sa mère mourut d'un cancer en 2022. Aucun ne vécut pour voir la fermeture de l'affaire qui avait brisé leur vie. Dans un tournant inattendu, le 13 janvier 2023, Richard Hamilton décéda derrière les barreaux dans l'institution correctionnelle Union de Floride. À 59 ans, le département correctionnel de Floride ne révéla jamais la cause de son décès, mais sa mort laissa Anthony Wainwright comme le seul responsable vivant du crime contre Carmen Gayard. Le 10 mai 2025, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, signa l'ordre d'exécution d'Anthony Wainwright, fixant la date pour le 10 juin 2025. Ses avocats firent un dernier effort désespéré, sollicitant une audience probatoire au tribunal du comté de Hamilton, programmée pour le 19 mai. Mais le 16 mai, la juge Melissa Hollan annula l'audience, déclarant qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour justifier un nouvel examen. Le destin de Wainwright était scellé. Il n'y avait plus d'appel, plus de retard. Le 10 juin 2025, à 54 ans, Anthony Wainwright fut exécuté au moyen de l'injection létale dans la prison étatique de Floride. Selon les registres, le dernier repas de Wainwright consista en un filet avec de la purée de pommes de terre, accompagnée d'une tarte aux pommes. Dans ses dernières paroles prononcées devant un petit groupe de témoins, Wainwright dit « La mort ne peut pas arrêter l'amour vrai, elle peut seulement le retarder un peu. J'espère que ma mort vous apporte paix et guérison. » Pour la famille de Carmen, l'exécution marqua la fin d'une attente de 31 ans, mais le soulagement était mélangé avec une douleur qui ne disparaîtra jamais. Carmen, une jeune mère avec des rêves d'aider les autres, fut arrachée de ses êtres chers de la manière la plus cruelle. Son absence laissa un vide qu'aucune sentence ne pourrait remplir. Que penses-tu de cette affaire? Crois-tu que la justice fut faite pour Carmen Gayard? Laisse ton commentaire en bas, et si tu veux que nous couvrions plus d'affaires comme celle-ci, fais-le nous savoir. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage, et à bientôt dans le prochain.